Apophis vient d'une région entre Mars et Jupiter. Il mesure 270 mètres de diamètre. Depuis 2004, date à laquelle il a été découvert, cet astéroïde agite les scientifiques d'une manière intense. Ce n'est pas seulement un astéroïde, c'est un géocroiseur. Autrement dit, il a fait son entrée dans la trajectoire directe de la Terre qu'il pourrait croiser en 2036. Quelles conséquences aurait sa collision avec la Terre et surtout, peut-on l'éviter ? Mieux connaître cet intrus, c'est le propos de Patrick Michel. Il est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, responsable du groupe de planétologie dynamique. Alors le problème avec Apophis, c'est le suivant. En fait, si je trace la Terre ici et la trajectoire de la Lune ici, eh bien Apophis va passer à l'intérieur de la trajectoire de la Lune, et même pire, il va passer à moins de 32 000 km, qui est en fait l'altitude des satellites géostationnaires qui observent la Terre. Donc il va passer vraiment très très près de la Terre. Et en fait, on a une petite incertitude de 600 mètres sur sa trajectoire qu'on appelle un trou de serrure, cette incertitude. Et selon où il passe dans cette région, eh bien, il rentre en collision avec la Terre lors de son prochain passage en 2036, ou alors il la rate de plusieurs millions de kilomètres. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir déterminer où il va passer à cet endroit-là pour vraiment soit éliminer la solution qui aboutit à la collision, ce qui sincèrement me semble très probable, ou alors confirmer cette collision. Au 13 mars 2009, 6049 géocroiseurs étaient répertoriés, dont 1035 pourraient frôler la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres. D'où viennent-ils? De quoi sont-ils constitués? Les planétologues ont longtemps supposé que leur origine était due à l'explosion d'une planète située entre Mars et Jupiter, dont ces petits corps seraient les résidus. Aujourd'hui, ils penchent pour une toute autre théorie. Alors au départ, notre système solaire, en fait, était constitué de notre Soleil, donc qui est une étoile, autour duquel tournait un disque de gaz et de poussière. Et ceci, on le sait parce que quand on regarde les étoiles de type solaire, comme le Soleil, eh bien, elles ont toutes un disque de gaz et de poussière qui dure en gros 10 millions d'années, sachant que nous, on est là depuis 4 milliards et demi d'années. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que les planètes se forment, par agrégation de ces poussières. Ces poussières se rencontrent, elles rentrent en collision les unes avec les autres à des vitesses relativement lentes, et petit à petit elles font grossir des corps jusqu'au stade de la planète. Et une partie de ce matériau, en fait, qui était situé entre Mars et Jupiter, qui se sont formés assez rapidement, eh bien, continue à évoluer et n'a pas pu s'agréger pour former des planètes parce que les perturbations d'un côté de Mars et de l'autre côté de Jupiter, eh bien, ont excité cet anneau-là, de telle sorte que les vitesses entre ces corps sont devenues très rapides, et donc quand ces corps se rencontrent, eh bien, ils se détruisent plutôt que de continuer à s'agglomérer. Donc on a une ceinture qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, qui contient donc des corps dont le plus gros fait 1000 km de diamètre, qui s'appelle Cérès, qui a été découvert en 1801 à Palerme, et après on estime qu'on a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km de diamètre. On a donc une population d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter, donc on est tranquille, mais l'histoire n'est pas finie parce qu'en fait, dans cette ceinture, ces objets rentrent en collision les uns avec les autres et il y a des tas de zones instables. Ce qui fait que, de temps en temps, eh bien, une partie de ce matériau est perturbée et va avoir sa trajectoire qui se modifie pour croiser la Terre. Donc ils vont être envoyés vers la Terre. C'est ce qu'on appelle les croiseurs de la Terre ou les géocroiseurs. Ce sont eux qui représentent un risque d'impact avec la Terre. Mais ce sont eux aussi qui nous donnent les clés de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Leur composition en a conservé la mémoire, contrairement aux planètes qui ont subi des processus majeurs d'évolution. Ils sont en quelque sorte les fossiles du système solaire. Alors il ne faut pas se tromper non plus parce que souvent la ceinture d'astéroïdes, eh bien, on la représente par un anneau très dense. Il y a énormément d'objets, simplement l'espace est immensément grand, ce qui fait que si j'étais en solo dans mon Faucon Millennium et que je voulais traverser la ceinture des astéroïdes, eh bien, je ne verrais aucun corps. D'ailleurs heureusement parce qu'on envoie des sondes pour observer Jupiter ou Saturne et il ne faudrait pas qu'ils aient à jouer à cache-cache avec des astéroïdes pour atteindre leur objectif. C'est plutôt l'inverse. C'est quand on envoie des missions spatiales pour observer ces corps-là, pour aller à la rencontre de ces objets, eh bien, il faut utiliser toutes les lois de la mécanique céleste et être très subtil pour
pour définir des trajectoires qui nous permettent de les atteindre, parce qu'ils ont beau être nombreux, ils sont tout petits dans un espace immensément grand. Alors cette lunette, elle a produit le plus grand catalogue d'étoiles doubles qui ont été observées ici, et c'est aussi ici que l'on a découvert le deuxième plus gros astéroïde croiseur de la Terre, qui s'appelle Eros, qui fait 23 km, et qu'on a découvert ici à la fin du 19e siècle. Les astéroïdes s'observent d'abord depuis le sol. Le seul petit problème, contrairement aux étoiles, ils sont très peu lumineux. Il faut donc des télescopes très performants pour les pister. Et en finale, on pourra tout au plus mesurer leur position et éventuellement recueillir des informations grossières sur leur composition. C'est donc largement insuffisant pour avoir une idée claire sur ce qu'ils sont et de la menace qui pèse sur nous. L'idéal, c'est de leur rendre visite. Alors pour ça, il faut développer des missions spatiales. Et donc, il y en a eu 2 déjà qui ont rendu visite à des astéroïdes. Il y a eu la mission NIR dans les années 2000 qui s'est mise en orbite autour de l'astéroïde Eros pendant 1 an. C'est une mission de la NASA qui nous a permis de découvrir un monde fascinant. Eros est un petit rocher qui a une forme de cacahuète avec des tas de rochers sur sa surface, des structures assez inenvisagées dès le départ. Et puis, il y a eu l'astéroïde Itokawa de 500 mètres de diamètre, dont lui beaucoup plus petit, qui a été observé par la mission japonaise Hayabusa. Elle a montré un monde encore complètement différent d'ailleurs de celui d'Eros, ce qui nous montre une grande diversité d'objets. Et c'est ça l'intérêt de ces missions, c'est qu'elles nous permettent vraiment d'avoir la forme, la taille et éventuellement la densité. Alors, il y a des missions qui sont en projet, telles que la mission Marco Polo, qui doit à nouveau aller voir un astéroïde pour ramener un échantillon. Alors, c'est un astéroïde qui est ce qu'on appelle primitif, parce que parmi tous les astéroïdes, il y en a qui sont plus ou moins évolués. Et là, le but, c'est de ramener un échantillon pour voir si on a de la matière organique qui aurait pu contribuer à apporter la vie sur Terre par exemple, et aussi de faire toute une analyse in situ, parce que pour l'instant on n'a que très peu d'images d'astéroïdes et à chaque fois on s'aperçoit qu'ils sont tous différents les uns des autres. Quand un objet passe très près de la Terre, eh bien, on peut éventuellement l'observer par des techniques radar. Et c'est justement ce que l'on espère faire avec Apophis, puisque Apophis va passer très près de la Terre en 2013, et on va pouvoir ainsi l'observer avec des techniques radar. Et l'avantage, c'est que ces techniques, elles ont une précision sur la trajectoire qui est beaucoup plus grande que les télescopes classiques. Et donc, en ayant une meilleure précision sur la trajectoire, on va pouvoir refaire le calcul de son évolution, et on espère ainsi éliminer la solution qui aboutit à une collision avec la Terre. Mais toutes ces informations qu'on obtient à distance ne permettent pas d'avoir une connaissance de la structure interne de ces objets. Ces techniques permettent de recueillir uniquement des informations sur la surface des astéroïdes. Pour l'instant, la seule manière d'étudier la structure interne de ces objets, c'est par l'intermédiaire de la modélisation numérique, c'est-à-dire qu'on sait que ces objets-là rentrent en collision les uns avec les autres, génèrent des fragments, et la plupart des objets qui sont plus petits que 50 km de diamètre sont en fait des fragments de corps plus gros. Alors ce que l'on fait, c'est qu'en fait on tire avec des canons à haute vitesse des petits projectiles sur des cibles comme celle que je montre ici, qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Et là, on filme avec des caméras à haute vitesse la fragmentation de la cible, on voit les fragments générés, on peut mesurer leur vitesse et leur taille, et on peut comparer avec la simulation numérique. Donc ici, c'est un programme informatique que l'on a écrit de fragmentation de roches avec toute la physique qu'on pense être juste, et on calcule la fragmentation avec, ici on voit les zones d'endommagement, et on peut ainsi comparer avec les expériences, et quand la comparaison est satisfaisante, on peut se dire qu'on a un modèle physique adapté aux simulations de collision. La simulation numérique permet aujourd'hui de comprendre l'origine des géocroiseurs, mais pas seulement. Grâce à elle, les chercheurs ont compris qu'une famille d'astéroïdes ne naît pas uniquement de la fragmentation d'un corps.
En réalité, lors d'une collision, certains d'entre eux peuvent se réagréger sous leur propre attraction gravitationnelle mutuelle. Cette découverte est capitale pour imaginer des stratégies de destruction ou d'évitement de ces géocroiseurs qui menacent la Terre. Alors effectivement, si un objet arrivait sur nous et qu'il fallait le dévier, si on prend comme stratégie envoyer un impacteur, c'est-à-dire un projectile sur la surface de l'objet pour en quelque sorte pousser l'objet de sa trajectoire, eh bien il est évident qu'il faut connaître la structure interne de cet objet parce qu'on ne dévie pas de la même manière, avec la même énergie, une éponge qu'une barre métallique. Donc il faut avoir une connaissance de la structure interne de l'objet pour savoir quelle est la quantité d'énergie qu'il faut donner au projectile pour dévier l'objet. Il y a d'autres méthodes qui peuvent être envisagées, comme par exemple ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel, qui consiste à mettre un satellite à proximité de l'astéroïde et à utiliser la masse du satellite pour attirer l'astéroïde vers lui et ainsi le dévier de sa trajectoire. Alors bien sûr, on ne peut pas envoyer des satellites très massifs dans l'espace, donc ça ne peut marcher que pour des astéroïdes relativement petits, pour que le satellite ait un pouvoir d'attraction suffisant. On parle d'objets de quelques centaines de mètres de diamètre au plus. Une autre méthode assez élégante a été envisagée, c'est d'utiliser le fait qu'on sait que l'astéroïde reçoit la lumière sur sa surface et la réfléchit, et si on modifie la quantité de lumière qu'il réfléchit, eh bien ça peut modifier sa trajectoire. Beaucoup de stratégies différentes mobilisent la recherche, mais pour être efficaces, elles exigent une connaissance parfaite de la composition de l'astre. Et c'est loin d'être le cas, en particulier pour Apophis, qui est aujourd'hui l'astéroïde le plus menaçant pour notre planète. Pour l'instant, la probabilité d'impact d'Apophis est faible, c'est une chance sur 45 000. C'est quand même plus élevé que de gagner au loto. Et il y a des gens qui gagnent au loto, donc on pourrait me répondre ça. Mais ça reste quand même relativement faible, et compte tenu des fréquences d'impact de tels objets qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'années, j'ose espérer, mais là c'est l'optimisme, que je suis dans une période qui est encore favorable dans ces quelques dizaines de milliers d'années pour me dire qu'au bout du compte, on va annuler le risque. Ce qui me rend encore plus optimiste, c'est que le risque était plus élevé et plus on a de précision sur sa trajectoire, plus le risque diminue. On est passé de probabilité d'une chance sur 7000 à une chance sur 20 000 à une chance sur 45 000. Donc j'ose encore penser qu'on va l'éliminer lorsqu'on aura fait des observations radar qui vont permettre de vraiment décider de sa trajectoire, c'est-à-dire cette incertitude qu'on a en 2029, et d'éliminer la collision.